Bonjour et merci d'avoir choisi de vous joindre à nous ici à la condition publique dans la grande salle pour cette table ronde. Il y a également un suivi en direct en streaming comme les conférences passées ici. Alors on se retrouve ici pour discuter de résidence d'artistes dans les contextes de tiers-lieux. Et pour cela, j'ai proposé d'inviter Pauline Guinard, qui est docteur en géographie, voilà, chef du département géographie de l'École normale supérieure de Paris. Également Jean-Marc Delannoy, qui lui est artiste et concepteur, membre du collectif Métallu HAUT. Je vous présente également Pascal Marquilly, voilà, artiste du groupe A Coopérative Culturelle et qui est aussi le commissaire de l'exposition Ibant Obscuri que vous pouvez retrouver à la condition publique en ce moment. Marie-Julie Roch, donc designeuse et membre maintenant de Mons Fabrica, un tiers-lieu qui se lance à Mons-en-Barœul. Raphaël Azio, donc coordinateur artistique de projet Yes We Camp, voilà, depuis 2015. Ok. Je vous propose, pour examiner cette question des résidences d'artistes dans les tiers-lieux, de commencer par un pas de côté. Alors, la façon dont on va dérouler la séance qui dure 2 heures, c'est de passer un premier temps où on va écouter ces témoignages et les choses que les personnes ici présentes ont à nous dire. Et ensuite, eh bien, il y aura un temps pour le débat par rapport à ce qui s'est dit et pour l'échange avec la salle. Et j'ai voulu commencer avec un pas de côté, comme je le disais, avec Pauline Guinard, donc maître de conférence en géographie, qui a beaucoup travaillé sur les enjeux de l'art dans l'espace public. Donc pas dans les tiers-lieux, mais dans l'espace public. Mais je vous propose d'écouter ce qu'elle a à nous dire à ce sujet dans un premier temps. Merci. Alors, c'est comme ça que ça marche ? Oui, ça marche. Super. Donc oui, effectivement, je suis donc maître de conférence en géographie à l'École normale supérieure et donc je ne suis ni spécialiste des tiers-lieux, ni vraiment des résidences d'artistes, mais par contre, je travaille et j'ai fait ma thèse à Johannesburg sur la question de l'art et des espaces publics. En gros, ma question, c'est de savoir ce que fait l'art et les artistes, ce que font l'art et les artistes à l'espace public, aux espaces publics. Qu'est-ce que ça change de faire de l'art dans les espaces publics ? Alors l'art dans les espaces publics, c'est pas une nouveauté, hein, bien évidemment. Je vous ai mis des photos ici hein, d'un tableau qui reconstitue Rome à la période antique avec la statue de Marc Aurèle, la colonne de Trajan. On a déjà l'art présent dans la ville, et notamment dans les espaces publics, mais avec des fonctions essentiellement de représentation du pouvoir, voire d'assise du pouvoir dans un espace, sur un public. Parenthèse, c'est d'ailleurs aussi pour ça que certaines de ces statues sont aujourd'hui enlevées. C'est ces symboliques associés à ces pouvoirs, à cet élément de domination dans et sur la ville, qui aujourd'hui pose problème. Donc l'art n'est pas une nouveauté, mais ce qui change dans la période contemporaine, ça va être les fonctions qui vont être associées à l'art dans ces espaces publics. Changements de fonctions qui vont aller de plus en plus vers des fonctions sociales et économiques, et plus seulement esthétiques ou politiques comme assise du pouvoir, ou en tout cas une autre forme de politique. Les premiers à sortir de ce qu'étaient les lieux consacrés à l'art, et notamment les musées, ce sont bien évidemment les artistes, et notamment aux États-Unis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, ce qu'on appelle parfois les land artistes, c'est-à-dire des artistes qui vont travailler non seulement dans les espaces, mais avec les espaces. C'est-à-dire que ce qui devient la matière première de l'artiste, ça va être l'espace, alors pas seulement l'espace matériel, physique, mais aussi l'espace social, l'espace politique. Donc sortie de l'art des espaces dédiés, en tout cas des espaces dédiés à l'art, des espaces institutionnels, pour être un art qui va travailler dans les territoires, avec les territoires et aussi avec les territoires urbains. Je vous ai mis ici une photo que vous connaissez sans doute, qui est le Pont Neuf emballé par Christo. J'y ai pensé aussi parce qu'il y avait une exposition à Paris à ce moment-là. Donc cette sortie des artistes, des lieux de l'art, elle se fait par les artistes eux-mêmes, mais elle va être aussi assez vite récupérée par d'autres acteurs, des acteurs
privés et publics, qui vont vite voir l'intérêt de cette mise en art de la ville dans une politique aussi de marketing urbain. C'était d'ailleurs très intéressant dans l'expo Christo, si certains d'entre vous l'ont vu, il y avait un petit film qui racontait l'histoire du projet, et on voyait notamment la négociation avec le maire de Paris de l'époque, je vous rappelle, c'était Jacques Chirac. Donc pendant 10 ans, il dit non, ça va défigurer Paris, les Parisiens sont pas prêts, ils vont pas comprendre en quoi c'est beau. Puis au moment où c'est inauguré, il y a une espèce d'engouement, dire oui, c'était mon idée, hein, dès le départ, je savais que ça allait être important pour le rayonnement de la ville lumière. Donc vous voyez, des enjeux aussi politiques, des enjeux d'image, des enjeux économiques, hein, parce que l'art a aussi une valeur symbolique, mais qui donne aussi une valeur parfois foncière à la ville. C'est toutes les questions de l'art et de la gentrification notamment. Donc tout ça pour vous dire que l'art et les artistes sont aujourd'hui de plus en plus intégrés à la fabrique de la ville, soit parce qu'ils choisissent eux-mêmes de travailler dans la ville, soit parce qu'il y a aussi de plus en plus de commandes qui va passer par l'intégration des artistes dans la ville. Ça peut être les politiques d'art public que vous connaissez, hein, les fameuses politiques du 1%, l'installation de structures culturelles, la promotion d'événements culturels ou artistiques, etc., etc. À Johannesburg, où j'ai travaillé, cette idée d'avoir une politique d'art dans la ville et d'art dans les espaces publics, elle va naître dans les années 2000, dans la période post-apartheid, avec la formalisation en 2007 d'une politique d'art public qui va, comme dans toutes les villes du monde, hein, proposer de créer de la cohésion spatiale, de susciter des processus d'appropriation, etc., etc. D'ailleurs, il y a des chercheurs hein, qui ont fait ce petit jeu de comparer toutes les politiques d'art dans l'espace public, d'art public dans le monde, et en gros, il y a cet argument qui reviennent toujours, et dont ceux que je viens de vous donner, la cohésion sociale, etc. C'est des arguments récurrents et en même temps ça pose question. Comment ça marche? Par exemple, quand on met cet élan, qui était donc la première réalisation de cette politique d'art public, qu'est-ce que ça crée vraiment? C'était l'objet de mon tout début, où j'ai commencé à travailler à Johannesburg, c'était même avant ma thèse, c'était mon Master 2. Je me suis dit, bah voilà, cet élan, première réalisation de la politique d'art public, en quoi ça crée du lien social? Essentiellement, ce que ça a créé dans cet espace-là, c'est que ça a été accompagné par des politiques de privatisation de l'espace et de redéfinition des normes. Donc vous le voyez, en même temps qu'on a installé cet élan, on a aussi mis un panneau pour interdire le commerce de rue, et puis on a fait de cet espace qu'on appelle des CID, c'est-à-dire des Central Improvement District, c'est-à-dire que le public délègue au privé une partie de ce qui est normalement de ses tâches, la sécurité en l'occurrence, et donc c'est le privé qui assure la sécurisation de cet espace. Ça veut dire vigile, ça veut dire caméra de vidéosurveillance. Donc vous voyez que cette idée que l'art crée de la cohésion sociale, elle est souvent affichée, mais dans la réalité, elle peut être aussi l'objet de bien d'autres choses. Et là, en l'occurrence, une manière de redéfinir les publics de l'espace et ses usages. Alors pour autant, l'art et les artistes ne sont pas condamnés à participer à ces processus d'exclusion socio-spatiale, et notamment aux politiques de gentrification, aux dynamiques de gentrification que j'évoquais tout à l'heure. D'autres créations d'espaces sont possibles. Je reste à Johannesburg puisque je vous y ai emmené. Ici, donc d'autres espaces publics ou d'autres espaces communs, on pourra sans doute discuter de cette différence au cours de la discussion. Ici, c'est donc le Drill Hall, qui est une ancienne caserne laissée à l'abandon à la fin des années 90 à Johannesburg, dans le plein centre-ville, qui a connu lui aussi des dynamiques de changements socio-spatiaux très forts dans les années 90, marquées par une paupérisation et par une déségrégation puis reségrégation de cet espace-là. Donc, centre-ville de Johannesburg, assez pauvre, beaucoup de populations issues des migrations africaines, donc Zimbabwe, Mozambique, etc., etc. Et ce qui s'est passé ici, c'est que cet espace a été réhabilité par la mairie dans les années 2000, lié à un incendie mortel qui avait eu lieu dans cet espace-là, et qu'elle a décidé de donner la gérance à des artistes et à des associations. Alors on pourrait presque dire, je relis un peu la réalité, il ne dirait pas comme ça en Afrique du Sud, mais on pourrait presque dire un tiers-lieu, puisque c'est un espace où venaient travailler des artistes, avec des activités proposées aux enfants. Là vous voyez du skate, il y avait aussi du foot, ce genre de choses, des événements artistiques, et puis le siège de 3 ou 4 associations. Donc
cet espace-là, par l'action des associations, par l'action des artistes, est devenu, pour les enfants du quartier notamment, une forme d'espace refuge dans un contexte qui est assez violent. Aux alentours, vous avez une taxi rank, une station de taxi collective avec un certain nombre de trafics, avec une certaine dose de violence interpersonnelle. Et quand j'ai fait des entretiens dans cet espace-là, pour beaucoup d'enfants, c'était un espace refuge où j'ai accès en plus à une bibliothèque participative qui avait été créée, et ça fonctionnait comme ce qu'on pourrait appeler donc aujourd'hui un tiers-lieu. Le problème, c'est que comme dans beaucoup de situations, la gérance a été donnée aux artistes et aux associations, mais les papiers n'ont jamais été faits. Ce qui fait que finalement, ou en tout cas ça n'a jamais été formalisé de manière très très claire. Ce qui fait que les artistes se sont trouvés dans une situation, les artistes et les associations, où finalement ils étaient occupants informels, pour le dire poliment, ou plus souvent illégaux, de cet espace-là, ce qui posait des problèmes. On leur coupait l'eau régulièrement, on leur coupait l'électricité, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois le potentiel d'un espace réinvesti par des artistes, dans la création précisément d'un espace partagé, avec des activités qui répondent à des besoins des populations locales, et en l'occurrence ici des enfants, mais aussi les limites de ces occupations quand elles ne sont pas soutenues, en l'occurrence par la municipalité, qui a trouvé très bien pendant un temps que les artistes occupent ce lieu, ça leur permettait que l'espace ne soit pas squatté, mais qui en même temps n'ont pas soutenu la démarche jusqu'au bout, qui fait que les artistes sont retrouvés dans une situation impossible, et beaucoup ont choisi de quitter ce lieu. Aujourd'hui, il est réinvesti par des églises et des formes de parking pour les gens du quartier. Donc l'action de l'art et des artistes peuvent de fait participer à la création de la ville, à des créations d'espaces publics, à des créations d'espaces communs, à condition bien sûr d'être soutenus dans cette tâche par d'autres acteurs qui permettent d'inscrire dans la durée ces formes d'action. Merci. Merci beaucoup. Et donc, à partir de cette présentation, l'idée, c'est d'essayer de réfléchir comment la question de l'espace public peut évidemment être transposée à d'autres espaces qu'on veut communs. Les tiers-lieux sont des espaces qu'on souhaite le plus partagés possible. On parle aussi de ces 7 mots-clés de cohésion sociale, d'appropriation, etc. Finalement, c'est des choses qu'on retrouve dans la définition des tiers-lieux ou dans ce qu'on revendique. Et donc, la question de la place de l'art et de la place des artistes dans ces espaces-là peut se poser de la même manière, avec certes peut-être des apports bénéfiques, mais aussi peut-être d'autres risques. Je vous propose de convoquer le témoignage de Yes We Camp, qui est un acteur important en France de création de lieux temporaires, de tiers-lieux. Enfin, tu vas dire ce que tu as à dire, Raphaël, et avec une approche artistique dès au cœur en fait de vos démarches, et une expérience déjà depuis 7-8 ans sur ces sujets. Merci. Du coup, je vais commencer par vous recontextualiser ce que c'est que Yes We Camp et d'où on parle. Yes We Camp, du coup, c'est né en 2013 en off de la capitale européenne de la culture à Marseille. C'était pas un collectif à la base, c'est une expérience qui a soudé un collectif. Donc c'était cet événement, l'idée de se dire qu'il y avait assez peu d'offres d'hébergement à petit prix et accessibles pour les touristes qui allaient venir pour la capitale européenne de la culture. Et l'idée, c'était donc de développer un camping artistique et écologique dans le cadre de cette capitale européenne de la culture. Donc, ça a soudé un collectif d'artistes, architectes, urbanistes, qui a, sur une dalle de béton, pendant 8 mois, déployé des expérimentations architecturales et artistiques. C'est assez important de se dire que ça a soudé un collectif à partir de cet événement-là, qui n'était pas constitué à la base. Et c'est un collectif qui, à partir de ce moment-là, a commencé à plutôt répondre à des commandes artistiques. On a eu une résidence au laboratoire d'Aubervilliers à Paris d'activation d'une friche urbaine, ça s'appelait chez Albert. Je crois que j'ai une photo. On a également travaillé avec l'université foraine à Clermont-Ferrand. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé appelé en 2015 par la cousine de la maire du 14e qui était venue au camping pour activer les espaces publics de ce qui deviendra, à partir de fin 2015, les grands voisins. Donc, le fait d'être artiste, architecte, urbaniste avec une forte composante le fait de travailler en tant qu'artiste
en gestionnaire de lieux, ça nous a fait considérer les projets comme des projets œuvres, comme des lieux qui devaient vivre avec leurs œuvres. Donc, pour en revenir au Grand Voisin, en 2015, c'était 4 hectares qui étaient un ancien hôpital abandonné, qui était déjà lieu d'hébergement d'urgence pour près de 600 personnes, piloté par l'association Aurore. À ça est venu se greffer l'association Plateau Urbain, qui a donné les lieux vacants à des jeunes associations, des jeunes entreprises, des artistes. Donc il y a eu près de 200 personnes, 200 structures qui étaient sur le site au quotidien. Et Yes We Camp était missionné pour le dessin des espaces extérieurs, l'animation du site et l'ouverture au public. À partir de ce moment-là, ça a permis à Yes We Camp de passer de quelques personnes en contrat aidé et de beaucoup de bénévoles à un salariat plus ou moins généralisé, ce qui a permis à l'association de se développer. Et aujourd'hui, on a 4 projets en France, un Nanterre à Paris et 2 à Marseille, auxquels viennent s'agréger des commandes artistiques qu'on a régulièrement de la part de collectivités ou de la part de centres d'art, comme on a fait ici un camping sur le toit de la Condition publique. Alors dans les projets, dans tous ces projets, l'idée c'est de faire cohabiter des fonctions et des usages qui habituellement ne cohabitent pas ensemble. Donc l'idée c'est surtout que l'hébergement d'urgence est en général relégué en périphérie des villes. Et donc on monte des projets partenariaux qui intègrent cette question de l'hébergement d'urgence au sein de projets hybrides. Donc dans les Grands Voisins, il y avait plus de 600 personnes qui étaient hébergées. On a un projet Coco Velten à Marseille où il y a 80 personnes qui sont hébergées, dont une trentaine d'enfants. Et à cette question de l'hébergement d'urgence s'ajoutent les locaux d'activité et une programmation artistique et culturelle, avec l'idée que la cohabitation des usages au sein d'un même endroit crée de l'hybridité et pas seulement de la cohabitation, parce que les deux sont différents. Donc sur la question qui nous intéresse un peu plus des résidences d'artistes et de la programmation culturelle et artistique, cette programmation au sein des projets d'Yes We Camp, elle est toujours très bicéphale. On accepte que ce soit un couple avec une forme de tension, mais une tension qu'on estime saine, qui est à la fois une plateforme d'initiatives de quartier ou d'initiatives qu'on reçoit, et une direction éditoriale, une direction artistique qui est plus affirmée. On va chercher des artistes avec lesquels on a l'habitude de travailler sur des questions un peu plus précises. Donc, et toujours dans cette idée que les deux qui cohabitent arrivent à créer de l'hybridité à un moment donné. Donc, juste pour finir sur la question de Yes We Camp en général, avant d'aborder précisément celle des résidences d'artistes, on nous voit souvent comme des équipements ou comme des centres culturels, alors que nous, dans la démarche, on est vraiment plus sur des questions de protocole d'expérimentation. L'idée, c'est de prendre une ressource, un lieu, sur un temps donné, en général quelques années, et d'essayer ensemble, avec les différentes parties prenantes, des choses dont on aurait moins la liberté de les expérimenter ailleurs. Mais vraiment, cette question du protocole, elle est assez forte. Du coup, dans cette logique d'expérimentation, on monte régulièrement des programmes de résidence d'artistes avec une logique qui est particulière à ces projets-là. Ce qu'on se dit, c'est que dans une époque où il y a un changement de paradigme lié au contexte et à la crise écologique et au contexte environnemental, il faut essayer de penser en interconnexion, il faut essayer de penser en environnement plutôt qu'en objet. Donc on essaye de travailler cette dérive-là qui serait la production d'une œuvre à la réflexion autour des espaces, des processus et tout ce qui s'ensuit. Donc souvent pour présenter la démarche, on parle plutôt de logique de permaculture plutôt que celle de monoculture, où la monoculture ça serait le white cube, une logique de l'art pour art, et la permaculture qui serait l'art à l'ombre d'autres choses, à l'ombre des feuilles du social, des feuilles de l'architecture, etc. Donc, en fait, ce protocole d'expérimentation des lieux, il s'applique avec les artistes de la même manière, où en fait, on est arrivé à une forme de cahier des charges, qui est pas un vrai cahier des charges par rapport aux artistes, mais un espèce de pacte d'intention. On se dit avec les artistes qu'il y a 2 choses auxquelles on tient. La première, c'est la production d'une pièce in situ, donc de confronter des formes dont les artistes ont leur vocabulaire propre à un environnement, et une forme d'hospitalité au sein du processus de création. Donc cette logique de production in situ, ça donne des œuvres qui se déploient de façon assez luxuriante dans les espaces de vie, que ce soit les espaces extérieurs, les espaces de circulation, dans la cantine, dans les cantines qu'on a. Mais l'idée, c'est des formes qui ont été travaillées par les artistes viennent se greffer et interagir avec ces usages, cet environnement particulier. Et l'idée d'hospitalité au sein du processus de création, c'est de se dire que
comme acte artistique, les artistes peuvent avoir, ne pas se satisfaire d'ateliers de sensibilisation à destination du public, mais de faire acte artistique de la manière de transmettre ces logiques de création aux personnes aux alentours. Donc l'idée de tout ça, c'est d'intégrer une pratique de l'art contemporain dans un quotidien, dans un environnement qui est pratiqué quotidiennement, et de ne pas avoir forcément une logique d'exposition avec des œuvres qui sont montrées, puis qui laissent de la place à d'autres, puisqu'on est presque dans des logiques d'accumulation d'œuvres in situ au sein des projets qu'on mène, ce qui est aussi possible parce qu'on est sur le temps court et qu'au bout de 5 ans, on déménage avec toutes ces œuvres qu'on rend généralement aux artistes. Et l'idée, c'est donc du coup que ces processus comptent autant que la production des œuvres. On peut cuisiner artistiquement, on peut cultiver artistiquement, on peut même élever des enfants artistiquement, mais ce qu'on essaye de faire avec les artistes, c'est qu'ils viennent nous parasiter dans nos routines de travail à l'intérieur des lieux. On a des cantines, on a des cuisines professionnelles, on a des paysagistes qui montent des pépinières. Et l'idée, c'est que les artistes, plutôt que venir produire des œuvres dans un espace de résidence, viennent parasiter tous ces fonctionnements-là, tous ces usages-là qui sont habituels dans nos lieux. Donc on n'a pas de résidence, de format de résidence défini, et ça c'est aussi un grand enjeu. C'est pas des résidences de 2 mois avec telle bourse de production qui sont allouées aux artistes. Le point de départ de chaque résidence artistique, c'est une rencontre avec un artiste et l'écriture ensemble de quel montant il y a besoin pour cette résidence-là, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'on a envie de le faire. Donc c'est un peu réinventer la poudre à chaque fois, mais c'est se donner la place d'avoir des tentatives de fusion de l'art et la vie comme c'était cher aux artistes du XXe siècle, et de réenchantement du monde, pour reprendre une formule qui est chère aux surréalistes. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Marie-Julie Roch, donc designeuse, et qui... Ah, il y a d'autres... Marie-Julie Roch, donc designeuse et membre de Mons Fabrica. Et qui... Voilà, je vais vous présenter ce qu'est Mons Fabrica. Donc Mons Fabrica, c'est un tiers-lieu qui a pour mission de promouvoir, de faciliter l'entrepreneuriat dans un quartier, au cœur d'un quartier prioritaire de la ville de Mons-en-Barœul. Depuis 2016, Mons Fabrica a noué 3 partenariats. Un POC avec Lille Capitale Mondiale du Design, que j'ai eu la chance de designer, et deux partenariats avec la Condition Publique, l'Habitarium, que je n'ai pas vécu, donc Jean-Christophe pourrait mieux vous en parler que moi, et un bel endroit, un partenariat qui est en cours en ce moment. Donc Lille Capitale Mondiale du Design a proposé à Mons Fabrica l'aide d'un designer pour répondre à une problématique. Je devais initialement projeter l'équipe dans le Mons Fabrica de demain, dans le futur lieu, parce que Mons Fabrica devait réceptionner un lieu de 260 mètres carrés en bas, en plein cœur de Mons-en-Barœul. Mais en janvier, quand je suis arrivée, le moral des équipes était au plus bas, parce qu'il s'avère que la livraison du chantier était retardée de 2 ans, ce qui paraissait une montagne et impossible à surmonter. Donc en janvier, après pas mal de discussions avec l'équipe, au lieu de s'attaquer au futur lieu, on s'est dit qu'on allait plutôt réenchanter le Mons Fabrica d'aujourd'hui. Vous voyez en haut, dans les images, c'était vraiment un lieu qui est assez triste, enfin, qui était déjà en bas d'une tour HLM, mais ça, c'est pas grave du tout. Mais surtout, qui était vraiment mal agencé à l'intérieur, qui donnait pas envie de travailler, qui en plus n'exploitait pas, c'était déjà petit, mais en plus, il était mal exploité. Donc, après avoir fait des ateliers de co-design, on a défini les besoins, les envies et aussi les motivations. On a été rechercher les motivations des adhérents. On a fait un chantier participatif qui était très joyeux, où certains ont pu exprimer leur talent de bricolage et d'autres s'en découvrir. Donc c'était vraiment un bon moment qui a bien ressoudé l'équipe. Et on a apporté à l'espace de coworking de la lumière, du végétal, un environnement un peu plus pimpant et aussi une plus grande modularité dans les espaces. On a aussi permis de favoriser le travail collaboratif, ce qui était vraiment très difficile avant.
je change. Voilà. Alors, on a aussi travaillé sur la programmation de Mons Fabrica, parce que c'est quand même par la programmation que Mons Fabrica s'incarne dans le quartier et dans la ville. Alors, avec une alternance de Repair Café, qui avait déjà lieu dans le centre social à côté, avec des ateliers créatifs qui sont ouverts à tous les Monsois, qui permettent justement d'innerver le quartier et la ville. Donc ce sont des ateliers comme pour apprendre à parler en public, les pitch vidéo, voilà. Donc ce sont des ateliers en capacitant qui permettent justement de gagner en capacité de travail. On a aussi des ateliers apéros, alors soit des apéros, soit des petits déjeuners, de réseau entreprendre justement pour croiser les compétences et les savoir-faire du territoire. Et ils ont souvent lieu hors les murs, ce qui permet justement de sortir déjà de Mons Fabrica et de montrer que Mons Fabrica, c'est toute cette communauté. En faisant tout ce travail, on s'est rendu compte que les adhérents et même les personnes extérieures avaient du mal à appréhender ce qu'était un tiers-lieu, parce que c'est vrai que les contours étaient assez compliqués. Et ça a permis justement de redéfinir comme quoi, la communauté, parce que dans la communauté, il y avait les usagers, il y avait les contributeurs, il y avait les partenaires, il y avait aussi il y avait aussi la ville. Donc on a vraiment bien redéfini, on a redéfini les missions, on a redéfini la programmation et on a explicité ce qui était très compliqué pour l'ensemble des gens et des partenaires, la multiplicité des lieux entre les hors les murs, entre le nouveau local, le futur local. Alors ce POC a vraiment permis de valider qu'en période de crise, ça fait la preuve du concept qu'en période de crise, réenchanter Mons Fabrica a vraiment permis de redonner un nouveau dynamisme et une nouvelle énergie au lieu et à la communauté surtout. Donc on était fin prêt pour investir le futur local qui est en bas d'une tour dont parlait tout à l'heure Jean-Christophe, qui est à gauche de la tour. C'est un ensemble de 4 tours en plein cœur d'un quartier en rue. Et là, la condition publique a mis à disposition une designeuse, Laura Baudenet, qui nous a permis... Alors qui nous a permis justement de réintégrer ce futur lieu symboliquement et puis aussi dans les faits, en marquant notre territoire avec, par exemple, ces autocollants, en redéfinissant, en requalifiant les futurs usages et les futurs espaces, en nous offrant une charte graphique qu'on n'avait pas. On va aussi retravailler le logo. On va aussi bâtir un mobilier frugal, parce qu'on est dans un quartier qui est quand même, où il y a une grande pauvreté, et on voulait justement marquer que le lieu soit aussi accessible à tous et que tout le monde puisse être apprenant aussi, que ce lieu puisse être apprenant. Alors la condition publique nous invite, nous invite en janvier justement à faire un hors les murs là pour la Mons Fabrica, et on va aller dans leur Fab Lab. Donc pour nous ça va être une expédition et on va fabriquer, co-construire le futur mobilier de la cellule. Ça permettra d'être des gestes matériels importants à poser. Et ça permettra aussi aux gens de Mons Fabrica, donc il y aura les contributeurs, mais il y aura aussi le centre social qui est à côté de chez nous, avec lequel on collabore beaucoup. Il y a aussi des jeunes qui partagent notre espace de coworking, qui sont des jeunes entrepreneurs à partir de 16 ans. Ils sont vraiment en capacité pour pouvoir entreprendre plus tard. Donc on va faire une grande fête autour de ce Fab Lab, et ça permettra aussi de découvrir et de créer des nouvelles porosités avec Roubaix, qui n'est quand même pas si loin que ça. Donc voilà, tous ces partenariats, c'est pour conclure, ont vraiment permis de bâtir une communauté, d'aider la communauté à se structurer, de souder la communauté, parce qu'on se rend compte qu'avant tout, un tiers-lieu, c'est quand même une formidable aventure humaine. Et c'est pour ça, je pense, que les gens restent dans les tiers-lieux, c'est parce que ce sont des rencontres, des belles rencontres, ce sont des échanges, ce sont des encapacitations. On apprend, on cherche, on trouve. Et ça a aussi permis d'augmenter l'attractivité du lieu
et l'aura du lieu, et en interne auprès des adhérents, mais aussi auprès de nos parties prenantes, comme la mairie, voilà, où les relations sont parfois un petit peu difficiles. Donc nous, on est vraiment pour le design et les événements culturels dans les tiers-lieux, parce que c'est vraiment encapacitant pour tout le monde. Je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié du coup la dernière, voilà, qui montre vraiment l'esprit de Mons Fabrica, qui est un hors les murs à côté de notre futur espace, et qui montre voilà, toute la joie et toutes les porosités qu'on essaye de créer avec le territoire. Merci beaucoup. Pascal, ça va être à toi. Donc Pascal Marquilly, artiste, également commissaire d'exposition, co-animateur du groupe A Coopérative Culturelle. Donc on a monté un projet à la condition publique autour de Ibant Obscuri où l'idée était d'avoir une exposition mais qui devienne le cadre de résidence, et aussi la condition publique devienne le cadre de résidence du travail de ces artistes. Est-ce qu'on peut parler de ça? Et puis aussi certainement de votre programme Regard d'artistes sur l'urbanisme que tu déploies avec la SEM Ville Renouvelée. Bonjour, donc avec plaisir Jean-Christophe. Donc effectivement, un mot très rapide sur le groupe A Coopérative Culturelle. Donc c'est une coopérative de production d'œuvres d'art, plutôt d'art contemporain, et qui regroupe à ce jour 9 artistes associés. Donc on mutualise un certain nombre d'outils et un certain nombre de productions et de programmes. Là, ici, à la condition publique, ce qui était intéressant, encore une fois, notamment pour une structure comme la nôtre qui déploie des résidences sur le territoire national et spécifiquement à l'international, c'est de se poser systématiquement la question du lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive dans un espace qui est plus ou moins dédié à accueillir des formes esthétiques. Et la première question qui se pose, c'est de savoir s'il va y avoir interpénétration de ces formes esthétiques avec le lieu. Donc, dans le cadre d'une commande, ça se pose encore plus spécifiquement, parce qu'il y a une des valeurs, à mon sens, des formes d'art qui passent par le contournement et le détournement des propositions qui peuvent être faites aux artistes. Ça fait pas mal de vent, ce micro. Donc là, la proposition qui a été faite à la condition publique, c'est au-delà de venir positionner une exposition dont on souhaitait qu'elle réfléchisse aux crises environnementales, aux crises sociétales, aux crises économiques, aujourd'hui même à une pandémie. C'était de se permettre de réinterroger le geste qu'on pouvait faire en tant que commissaire d'exposition déjà, et le geste que pouvait faire une association porteuse d'œuvres d'art. Donc là, ce qui a été assez intéressant pour nous, c'est cette réinterrogation, à un moment donné, d'une forme qui a été positionnée dans l'espace, donc dans ce nouveau lieu, la Galerie Cook, qui a été redessinée par nos soins, qui plus est, et de voir à quel endroit on pouvait réinterroger le premier geste qui était posé. Donc ça vous paraît un peu abscon, mais c'est tout à fait normal. Mais là où on se repositionne, nous, en tant qu'artistes, c'est sur l'interrogation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une œuvre se positionne dans un espace, quel qu'il soit, elle interroge cet espace tout autant que cet espace interroge l'œuvre. C'est une sorte de réception mutuelle. Et on vient bouleverser, contourner, détourner cette première interrogation. Donc, ce qui s'est passé là, ces derniers temps, c'est qu'il y a une première exposition qui a été visible. Elle a été réinterrogée pendant une résidence de 3 semaines. Et les choses ont été bouleversées pendant cette résidence. C'est-à-dire que la première lecture qu'on avait de cet ensemble d'œuvres d'art est transformée par l'action même des artistes. Donc ça déplace complètement même le geste du commissaire d'expo. On sort de ce côté un peu plénipotentiaire que peuvent avoir, ou omniscient, que peut avoir un commissaire d'expo, d'autant plus que j'ai participé moi-même à la transformation du premier objet. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, là on réinterroge et le lieu, et l'objet qui se positionne dans le lieu, de manière complètement ouverte. C'est-à-dire ça ne s'arrête pas. Il y a un dialogue entre la réception du public et l'œuvre d'art. En ce sens d'ailleurs où il est plus important
de poser un regard, à mon sens, sur l'œuvre, pourrait-on dire, pour le public. Mais en fait, c'est un basculement qu'on ramène, encore une fois. C'est-à-dire qu'il est plus important que l'œuvre regarde le public. C'est elle qui interagit dans le lieu, tout autant que le public autour de l'œuvre interagit dans le lieu. Donc ça, c'est vraiment une question qui a traversé complètement cette résidence. Et ce qui a été aussi intéressant aussi par rapport à l'outil, qui est quand même assez exceptionnel, il faut le dire, c'est qu'on a pu bénéficier de l'ensemble des outils de la condition publique, donc notamment l'atelier de fabrication de l'ALC, le Fab Lab, l'accueil des équipes, etc., etc. Et le parti pris qui a été donné, c'est d'utiliser au maximum les compétences du lieu. C'est-à-dire que les œuvres qui ont été installées dans le deuxième temps proviennent, les matériaux qui ont permis la réalisation de ces œuvres proviennent quasiment exclusivement de ce qui était disponible à la condition publique. Donc ça, c'était intéressant aussi dans le sens où les pièces ne sont pas rapportées, elles éclosent dans le lieu. Bon, voilà pour ce qui était de cette résidence. Sur le programme Regard d'artiste sur l'urbanisme, donc ça c'est un programme qu'on anime depuis 6 ans, qui accueille entre 6 et 8 artistes sur le territoire du nord-est de la métropole lilloise, où sont opérés des chantiers de réhabilitation mis en place par Ville Renouvelée. Donc là la démarche, elle est de faire en sorte que des démarches d'artistes rencontrent des démarches d'urbanistes. Le terrain qu'on a trouvé intelligent de travailler avec Ville Renouvelée, ça a été d'intervenir sur tous les lieux en friche ou les espaces transitoires et de venir positionner des formes d'art, multiples d'ailleurs, parce qu'on a accueilli des danseurs, des chorégraphes, des plasticiens, on a accueilli des artistes sonores, enfin bon, on essaye de travailler de manière multidisciplinaire, de ne pas être exclusivement lié au design mobilier urbain ou architecture. Et l'idée, c'est que toutes les interventions des artistes, donc le regard qu'ils posent sur un territoire en friche, viennent bousculer les principes d'aménagement qui ont pu être déployés au préalable. Et étonnamment, ça fonctionne à certains endroits, notamment pour la gestion des espaces transitoires. Et là, ce qui nous intéresse, c'est justement, encore une fois, de reposer la question du lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, considérant que est-ce l'usage qui crée le bâtiment ou est-ce que c'est le bâtiment qui crée l'usage? Et on se rend compte, au fur et à mesure des expériences menées, que ces deux questions sont profondément liées et complètement intrinsèques l'une par rapport à l'autre. On ne peut pas définir dans un espace transitoire si c'est le lieu qui va définir l'usage ou si c'est finalement les usages qui vont définir ces lieux. Et on le voit très particulièrement dans une métropole, ou en tout cas une partie de la métropole qui a été fortement industrialisée à un moment donné et dont tout, ou pratiquement toutes les gros ensembles industriels ont complètement changé de destination. Et aujourd'hui, on voit aussi que certains aménagements qui ont été menés il y a à peine 10 ans, leur fonction est déjà réinterrogée complètement. Donc là où vient percuter des formes d'art ou des formes esthétiques les principes d'aménagement, c'est exactement sur cette définition du lieu. Je crois que j'ai fait le tour. Merci. On passe la parole à Jean-Marc Delannoy. Alors il faudra avancer avec la zapette. Ma petite zapette. Ah bah voilà, regarde, c'est formidable. Bonjour, donc Jean-Marc Delannoy du collectif Métal UHAUT. Donc la petite histoire, Métal UHAUT, c'est un collectif d'artistes qui regroupe une dizaine d'artistes, plutôt spectacle, art vivant, musique. Il y a beaucoup de gens du collectif qui viennent du théâtre de rue. Et donc c'était il y a une vingtaine d'années, on a décidé de mutualiser nos efforts, de créer une structure de production, de mutualiser des espaces. Et donc voilà, on peut dire, souvent moi je le dis en plaisantant, c'était quand même déjà un tiers-lieu il y a une vingtaine d'années. Et au sein de ce collectif, il y a bien sûr des artistes qui se sont croisés, rencontrés, et qui ont commencé à avoir des envies communes, notamment autour de l'art numérique. Donc c'est ce qui s'est produit avec quelques artistes du collectif.
Et donc on a décidé d'essayer de monter un tiers-lieu autour des pratiques technologiques qu'on utilise dans la création art numérique. Parce qu'on avait mis au point, nous, un système qui nous permettait de réaliser nos propres œuvres. Donc le projet Metalu HAUT, c'est pas du tout ce projet-là initialement. Le but de l'association, c'est de produire et de diffuser du spectacle vivant. Donc on a créé une petite entité qui s'appelle Metalunet, qui est abritée et supportée et conduite par le groupe Metalu HAUT, mais qui permet de bien contenir un petit peu le côté technologique qu'on essaie de développer. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est dans un nouveau lieu à LM et on s'est réorganisé. Donc ce lieu, ça a été réorganisé autour des 2 activités de Metalu. Donc Metalu, partie spectacle avec les artistes qui sont en résidence permanente dans le lieu et qui stockent leur matériel et qui fabriquent leurs outils de travail. Et un petit lieu d'une 60 mètres carrés qui est plutôt un labo d'électronique et d'informatique, où là on propose d'ouvrir le lieu à d'autres personnes, et pas forcément des gens de spectacle ou des gens de la culture, mais aussi à des gens du quartier, et aussi faire un petit peu de pédagogie aussi autour de ce qui nous semble important, l'open source et les logiciels, les ressources open source. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Ok, merci beaucoup. Donc vous voyez des démarches artistiques qui se situent à plein d'endroits différents dans la question des tiers-lieux, que ce soit donc plutôt par rapport à des projets d'urbanisme ou invités dans des lieux comme ici, des artistes qui sont eux-mêmes déjà des collectifs et qui ensuite ouvrent leurs compétences à d'autres acteurs, ou bien des lieux non artistiques à la base, mais qui intègrent des propositions de design et culturelles pour consolider une communauté. Moi, j'ai envie de démarrer cette phase plus autour de débat et d'échange en vous posant une question. Est-ce que l'intégration d'artistes dans des démarches de tiers-lieux transforme aussi la question de la médiation autour des œuvres produites? À quel moment est-ce que ça peut décaler la façon de faire de la médiation sur les œuvres produites? Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer? Je peux me lancer. Alors, nous, la question de la médiation, elle est assez particulière dans nos projets qui brassent pas mal de publics différents. Le projet des Grands Voisins était assez spécifique parce que c'était une enclave dans un quartier assez bourgeois qui est le 14e arrondissement de Paris, à l'intérieur duquel étaient hébergées 600 personnes, notamment des primo-arrivants ou des foyers de travailleurs maliens. Donc c'était un contexte assez particulier, mais pas mal de projets qu'on monte, notamment à Marseille, sont dans des quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers nord, comme le projet Foresta qu'on a. Et la question de la médiation artistique et du travail des artistes, elle se pose plutôt fort. Donc nous, le parti pris qu'on a, en général, c'est de ne pas essayer de faire de la médiation artistique autour d'œuvres finies. Dans les œuvres qui se déploient à l'intérieur des espaces de vie des projets, on met généralement pas de cartel. On accepte qu'elles fassent partie d'un tout, d'un projet qui fait œuvre. Un peu comme les salons du XXe siècle qui étaient saturés complètement de tableaux du sol au plafond, les projets ressemblent un peu à ça plutôt qu'à des white cubes avec quelques pièces exposées. Mais la question de la médiation, elle se passe du coup vraiment dans le processus de création. Donc généralement, on a beaucoup de chantiers à faire pour investir les lieux qu'on investit. Et du coup, on a des ateliers de travail, bois, métal, on a des graphistes qui travaillent, donc on a pas mal de matériel de reprographerie en général. Donc on est plutôt bien équipé. Et en général, l'idée, c'est de faire cohabiter à l'intérieur de ces espaces de travail à la fois du public néophyte et à la fois des artistes qui travaillent. Pour donner un exemple très concret, on a une grande salle de 200 mètres carrés à Marseille qu'on est actuellement en train de transformer.
avec des jeunes artistes qui sortent diplômés de l'école d'Ardex, qui vont produire pour des artistes contemporains leurs pièces, donc qui délèguent la production des pièces, qui accueillent les artistes en résidence, mais qui ouvrent aussi cet atelier à raison de 2 jours par semaine au public du quartier. Et l'idée de la médiation artistique, elle se passe vraiment au moment du processus de création, que ce soit sur la question technique, donc un artiste qui va aller travailler un point très technique du matériel qu'est le latex ou de la construction bois avec une technique qu'il a développée. Mais l'idée, c'est que cette médiation, elle se passe vraiment au moment du processus de création, qui affectionne particulièrement les artistes, mais qui est souvent éludé des institutions muséales ou des galeries. Voilà, si ça répond à la question. Est-ce que, par rapport à ce que toi tu as vu sur les questions d'art dans l'espace public, est-ce que la question de la médiation se pose et à quel moment? Oui, alors en Afrique du Sud, si je repars de cet exemple-là, on n'utiliserait pas forcément le terme de médiation, mais d'autres termes qu'on retrouve ici, qui sont participation, concertation, et avec des... Je crois que tu parlais de détournement, contournement, c'est toujours un jeu de négociation quand on est au sein d'une commande publique, entre ce qu'on demande aux artistes de faire. Alors, vous savez, c'est pareil ici, hein, il faut cocher la case participation, et puis ce que les artistes ont vraiment envie de faire pour que ça ait un sens. En gros, pourquoi on fait participer, qui fait participer, pour leur faire quoi aux gens, en vrai. Voilà, et donc ça, c'est tout cet enjeu-là de négociation et de la tentative en Afrique du Sud, mais je pense que c'est la même chose ici, de déplacement de la participation dans le processus. C'est exactement ce que tu disais à l'instant. Pas une œuvre et on va leur expliquer ce que c'est parce qu'ils n'auraient pas compris, mais vraiment de faire une œuvre qui soit finalement une trace du processus qu'il y a eu en amont de participatif. Et en Afrique du Sud, ça s'est notamment traduit par des événements culturels plus que des résultats, avec des formes de carnaval par exemple, ou ce genre de choses, avec une tension du point de vue du politique, parce que lui, il préfère une œuvre. Pourquoi? Parce qu'il peut mettre une plaque en bas, en disant c'est moi qui l'ai fait. Et c'est des enjeux, et on en revient sur les politiques d'image, on en revient sur des enjeux aussi électoralistes parfois. Et donc c'est à cet endroit-là où se créent aussi des frictions, souvent entre ce qu'on demande à l'artiste et ce que lui a envie de faire, sachant qu'on est dans un contexte, et aussi en France, là je pense à la ZAC Rive Gauche notamment, de grands projets urbains qui demandent aux artistes de faire de plus en plus de choses, y compris des fonctions sociales, des fonctions de médiateurs sociaux, plus qu'artistiques. Et donc c'est aussi des jeux de positionnement. Enfin, je ne sais pas comment vous vivez ces injonctions-là, si vous les refusez, si vous les contournez. Là, moi, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est des choses que j'observe dans les processus de création artistique en ville. Moi, là, j'ai jamais rien compris à cette histoire de médiation autour des formes d'art. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me paraît complètement abscon. Je pense que la question qu'il faut se poser à un moment donné, notamment quand on se pose la question de cette idée de commun, de communauté dans les tiers-lieux, c'est le statut des objets qu'on accueille. C'est-à-dire à quel endroit l'œuvre d'art va développer un statut particulier qui va lui permettre d'opérer une médiation peut-être auprès d'un public plus ou moins proche de l'idée même de l'œuvre d'art. On sait que ce qui caractérise une œuvre aujourd'hui, c'est ce qui est reconnu par le plus grand nombre. C'est sa définition. Peut-être faut-il remettre en question même cette définition. Je ne vois pas en quoi l'œuvre serait ce qui peut être reconnu par le plus grand nombre. On rentre dans l'entertainment, on rentre dans des propositions captives ou de captation des publics. Est-ce qu'une œuvre d'art a besoin de capter un public? Enfin, c'est plutôt ces questions-là qu'il faut se poser, je pense, avant de déterminer des systèmes de monstration d'une œuvre. Enfin, pour moi, en tout cas, la réponse que j'apporte à la médiation, elle se situe plutôt dans ces dynamiques-là, dans un re-questionnement de la forme esthétique qui est proposée. Pardon. Est-ce que est-ce qu'il y a un risque, et est-ce que vous l'avez vu déjà, que le travail artistique
produisent in fine une forme d'exclusion, justement par rapport à ces tiers-lieux qui se veulent, c'est ce qu'évoquait Pauline tout à l'heure sur certaines places à Johannesburg, que le processus artistique finisse par être un processus excluant dans les tiers-lieux par rapport à l'ensemble des communautés que hypothétiquement on essaye de fédérer dans ces lieux. Ok. Eh bien non. Il faut quand même se poser la question de la finalité de l'œuvre. Enfin, est-ce que c'est le fait du prince, le fait de l'artiste, ou est-ce que c'est pour un public, pour un spectateur, et c'est la question que l'œuvre soulève. Enfin, c'est un peu ce que tu interrogeais tout à l'heure. Oui, non, mais je crois que c'est vraiment... je pressens intimement que on a un regard sur l'œuvre d'art qui est complètement archaïque, quoi. C'est mis sur un piédestal, oulala, c'est inclusif, c'est exclusif. Enfin, on s'en contrefiche, ça n'a absolument rien à voir avec le signal qu'elle opère. C'est une opération complexe qui naît en plus généralement d'un geste extrêmement individuel, d'une urgence ou d'une nécessité pour les plus ardus. Donc ça c'est sa dénomination. Ensuite, sa fonction, c'est complètement autre chose. Donc, réinterroger la fonction d'une œuvre d'art dans l'espace public ou réinterroger la fonction d'une œuvre d'art dans un tiers-lieu, j'ai envie de dire, c'est la question des personnes qui animent ce tiers-lieu comme des personnes qui vont créer l'espace public. Mais est-ce que l'œuvre d'art a à avoir quelque chose avec sa propre détermination? C'est antinomique, en fait. C'est un objet esthétique en soi. Après, on s'en empare ou pas. Voilà, ça s'arrête là, en fait, assez simplement, finalement. On peut pousser la chose beaucoup plus loin, mais si on imagine considérer l'œuvre d'art comme étant un objet d'une inutilité absolue, c'est ce qu'elle est d'ailleurs, on ne peut rien faire d'autre avec une œuvre d'art que de la regarder, je pense qu'on peut passer à travers beaucoup des problématiques qui s'imposent à elle. C'est quand même pour ça que maintenant, les arts contemporains dans l'espace public sont de moins en moins dans une forme, mais plus dans une expérience du spectateur. Oui. Il y a quand même cette dimension-là. Après, il y a des choses qui sont qu'on a repérées, en tout cas en tant qu'acteur, comme étant plus intéressantes que d'autres. Effectivement, le fait qu'un groupe d'habitants va accompagner l'émergence d'une œuvre sur un territoire fonctionne 1000 fois plus que quand on bazarde un truc dont personne n'a compris l'utilité. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne question, en fait, d'approche. Est-ce que quelqu'un dans la salle a la bonne question? Ou une question? Toute question est bonne? Oui, s'il vous plaît. Je pense que l'utilité fondamentale de l'œuvre, c'est d'être vue. C'est qu'on puisse y poser un regard. Et même en contrario, qu'elle puisse nous regarder. En fait, c'est ça, cette réinterrogation qu'il faut mener. Si tu veux, c'est pas on fait tous instinctivement les différences entre un film entertainment de divertissement et une œuvre de Pasolini. Bon. Ça, par contre, c'est un travail d'éducation. On peut amener des clés vers le public. Mais ce n'est pas forcément un travail de médiation autour de l'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses que celle de Pascal? J'ai l'impression que, du coup, se poser de la question de la médiation autour de l'œuvre, elle est assez spécifique à une question de lieu d'exposition, de lieu de monstration et de forme de cartel, en tout cas. Enfin, ça veut dire qu'il faut qu'on explique ce qui se passe, alors que dans une logique où la question de la médiation est intégrée en amont, enfin, un artiste n'a pas besoin de justifier de ce qu'il est en train de faire. Enfin, un artiste a envie de créer une pièce à partir de latex parce qu'il a des affinités avec ce matériau-là. Il va être en train de la créer. Par contre, c'est possible de partager le pourquoi du comment plus facilement que de partager une œuvre, le concept qui anime une œuvre entre guillemets inerte. Donc, du coup, la question de l'utilité, c'est la question de. C'est pas une question facile.
Mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est ces processus-là, en fait. C'est qu'est-ce qui anime l'artiste à prendre ces décisions-là, au moment, dans un processus de création, et l'importance de les partager, parce qu'elles ne sont pas impartageables. Et l'artiste n'a pas à les justifier, mais par contre, il peut totalement les partager. Et arriver à raconter ça à des personnes, c'est déjà utile en soi pour leur donner les clés, comme Pascal disait. Mais en fait, la question peut-être, c'est aussi en plaçant le processus de création dans un tiers-lieu, dans un lieu où d'autres pratiques se déroulent, où, comme au Grand Voisin, il y a la question de l'hébergement d'urgence, il y a des communautés au travail, et que l'artiste soit en création au contact et en hybridation avec ces personnes, et avec ces dynamiques-là, eh bien, ça change la nécessité d'une médiation a posteriori. Et ça renforce la capacité à partager l'œuvre dès le début du travail artistique. Mais est-ce que ça transforme, du coup, de travailler dans ces conditions, le travail de l'artiste lui-même? Est-ce que les formes évoluent, ou les formes collaboratives? Est-ce que ça fait évoluer les formes de production artistique? Je crois pas, je crois que c'est un choix que fait l'artiste. Soit on est artiste solitaire et puis on aime bien travailler chez soi dans son confort, dans sa tranquillité, à des heures précises. Soit on décide de confronter notre boulot journalier à des croisements, à des rencontres, à des questions. Moi, personnellement, la médiation que je peux faire autour de mon travail, elle se fait dans la vie quotidienne, avec mes collègues, avec les gens que je croise dans ce lieu qui est ouvert. Donc, par les questions qu'on me pose, voilà. Mais en tant qu'artiste, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je rejoins un peu Pascal. Je veux dire, je fais un truc et puis je décide de le montrer. Déjà, l'acte, il est là, je décide de le montrer et de le partager. Et après, ça me suffit. J'ai pas besoin de partager la création. J'ai pas besoin de. C'est assez solitaire, je pense, quand même, comme travail. Par contre, le faire dans un contexte ouvert, où on peut être interrogé, dérangé, sollicité, ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt dynamisant. Parce que de l'expérience qu'on a, c'est assez important dans le travail avec les artistes de partager une intention de départ. C'est-à-dire, on a envie que le processus de création soit ouvert. Par contre, c'est aussi également important de ne pas venir l'imposer ou d'imposer ce qui est souvent demandé dans des appels à projets, un nombre d'heures de travail avec des publics rémunérés 60 € par heure selon la charte des CA. Ça, c'est du travail de médiation ou d'animation sociale. Par contre, partager du coup ce pacte d'intention avec les artistes, mais leur laisser ensuite la liberté de l'appliquer comme geste artistique, c'est pas exactement la même chose. Et je pense que du coup, c'est vraiment des questions de choix d'artistes, et c'est pour ça qu'il faut travailler avec des personnes qui sont dans cette même vision, sachant qu'il n'y a pas forcément une vision qui est meilleure que l'autre. Il y a des artistes qui travaillent le white cube, c'est aussi très pratique pour développer une forme de pureté des formes. Mais en tout cas, il faut travailler avec des artistes qui partagent cette intention-là, mais leur laisser la liberté de l'appliquer comme ils veulent pour que ça fasse geste artistique et pas atelier de médiation en fonction d'un travail qui existerait au-delà de cette démarche-là. Des questions? Des remarques du public sur... Alors, moi je m'interroge du coup sur... est-ce que vous avez en tête des impacts particulièrement forts d'une démarche artistique? Est-ce que vous avez des exemples de démarches artistiques qui, même de manière non intentionnelle, ont pu avoir un impact sur la structuration de ces lieux, ou sur leur développement, ou sur des impacts sur le phénomène urbain? Alors, je vais évacuer tout de suite la question des Grands Voisins, qui, en tant que geste artistique, a eu un impact très fort sur le programme urbain qui devait s'en suivre, car celui-là, c'est celui qu'on a peut-être tous déjà à l'esprit. Mais voilà, comment des projets d'artistes dans des lieux, dans des communautés, ont pu, sans forcément l'avoir en intention de base, mais faire infléchir le sens de cette communauté, ou bifurquer, prendre un pas de côté. Est-ce que vous avez des exemples? Moi, j'en ai un en tête, mais je passerai peut-être la parole après. Alors, on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Arnaud Harini. Donc, c'est toujours...
les grands voisins comme projet, c'est un geste artistique très fort, mais à l'intérieur de ces projets-là, c'est aussi plein de petites histoires, et c'est les petites histoires, les petites anecdotes qui comptent beaucoup, presque autant que le grand récit. Et du coup, on a travaillé avec cet artiste Arnaud Harini qui a du coup voulu faire des grills, donc les dentiers de rappeurs avec des dents en argent pour architecture, et du coup qui a, pour ce faire, construit un four aluminium, et il a fondu uniquement des canettes de soda qu'il récupérait dans tous les kebabs du quartier de Belzins, dans lequel le projet Coco Velten est implanté. Et pour la petite histoire, du coup, il y avait c'était des mois et des mois de récupération, des sacs et des sacs de canettes à monter sur le toit, puisque le four aluminium était installé sur le toit. Et à l'inauguration, il y avait une bonne partie de ces restaurateurs qui étaient là. Et en fait, c'est assez anecdotique, mais dans le sens où cette résidence artistique a implanté un projet ou a ramené des voisins qu'on n'avait pas connus autrement, ça a eu un impact direct par cette soirée-là, puisqu'il y en a pas mal qui sont revenus régulièrement. Et en fait, ce four aluminium qu'il avait construit dans une démarche pour cette œuvre précise est resté sur le toit et continue à être en activité. Donc c'est devenu un lieu de recyclage de nos propres canettes de cantine à partir de ce moment-là. Donc c'est pas sur la grande histoire d'impact de projet urbain, mais par contre, cette résidence artistique a eu tous ces petits impacts-là, et c'est l'accumulation de tout ça qui écrit la grande histoire des projets. Vous avez d'autres exemples? Je vais parler d'un projet qui s'appelle Border Farm, qui est un projet qui a eu lieu à la frontière Afrique du Sud-Zimbabwe, donc dans le nord de l'Afrique du Sud, sud du Zimbabwe, en 2012, à un moment où, vous vous souvenez peut-être, il y avait une énième réélection d'un certain président qu'on préfère tous oublier, et qui a conduit le pays dans une crise économique et dans une crise migratoire très très forte, avec des mouvements de population du Zimbabwe vers l'Afrique du Sud, et les créations, comme on connaît aussi en Europe, des créations de camps et beaucoup de passages de frontières plus ou moins légaux. Et notamment donc, vers Johannesburg, vers le Cap, vers les grandes villes, mais aussi vers les fermes. C'est une région qui est assez rurale et dans laquelle il y a beaucoup de fermes de fruits et légumes. Et cette frontière est marquée, est appuyée, comme beaucoup de frontières, on naturalise la frontière politique, on l'appuie sur des éléments du paysage, et en l'occurrence ici un fleuve qui marque la frontière Afrique du Sud-Zimbabwe. Beaucoup de migrants, donc il y avait la bridge border et la river border, donc celle légale quand vous aviez les papiers, et puis l'autre qui est quand même une zone un peu dangereuse avec vraiment des crocodiles, avec aussi la dangerosité des passeurs. Donc beaucoup de migrants passaient par là, et certains, beaucoup, restaient travailler dans les fermes. Ce projet Border Farm a été créé par une artiste, Thenjiwe Kosi, qui a été aussi aidée d'un photographe, Raymond Marlowe, et ils ont travaillé sur en fait l'histoire de ce passage, et sachant que certains des populations dans ces fermes avaient déjà eux-mêmes écrit. Donc en fait, ils avaient ce projet-là, et en fait, ils se sont rendus compte que ça entrait en résonance avec des textes qui avaient déjà été écrits par les migrants eux-mêmes qui travaillaient dans ces fermes. Ils ont donc fait un projet de film qu'ils ont réalisé et qui en fait rejoue la traversée de frontières. Et les rôles sont joués par les gens qui sont sur ces fermes, mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément des Zimbabwéens. C'est-à-dire, certains rôles de migrants sont joués aussi par des Sud-Africains qui ont toujours travaillé dans ces fermes. Donc il y a aussi un déplacement, et chacun jouait son rôle. Chacun choisissait de jouer, moi je vais jouer le policier, moi je vais jouer le passeur, moi je vais jouer le migrant. Voilà. Certains choisissaient de rejouer leur propre rôle, d'autres déplaçaient leur rôle pour se mettre à la place de l'autre. Donc ce projet a eu lieu en 2012, et moi j'ai fait des entretiens en 2014 avec les gens qui avaient participé à ce projet, parce que toujours on est aussi dans l'immédiateté de l'évaluation du projet. On est là au moment où il se passe, et puis moi ce qui m'intéressait, c'est de savoir, mais après, est-ce que ça laisse quelque chose ou pas? Et ça avait formé un groupe, en fait, parce que ce film a été assez diffusé, donc il y avait aussi des revenus, alors qui pose la question du partage, etc. Mais même, en fait, au-delà de ça, ça avait aussi créé des groupes de théâtre
locaux et qui étaient toujours actifs et qui permettaient finalement, par le jeu, par le théâtre, de parler de problèmes dont on ne parlait pas autrement. Donc ça avait été le cas avec Border Farm sur la migration, mais ça continuait à être le cas avec le sida. Il y a un taux de prévalence sida de 80-90% dans ces fermes-là. Question des violences conjugales. Et donc moi j'ai conduit des entretiens avec ces personnes-là, et ce qui était intéressant, c'est de montrer qu'à la fois ça avait créé du lien entre elles, aussi dans le déplacement, c'est-à-dire dans le fait de se mettre à la place de l'autre, à la place du migrant quand on ne l'est pas, à la place du policier quand on est migrant, à la place du passeur quand on est sud-africain. Et ça avait vraiment créé un déplacement de regard et un lien entre ces gens-là. Donc là on est sur la création d'une communauté dans un lieu, alors qu'on était plutôt avant sur des gens qui étaient en tension parce que chacun s'accusant de voler la terre, exploiter l'autre. Enfin, vous voyez, c'est les genres de crispation qu'on peut avoir autour des questions migratoires. Voilà, un exemple parmi d'autres. Est-ce que parmi les gens dans le public, il y a des gens qui ont connu des expériences comme ça? Est-ce que certains d'entre vous, dans les lieux que peut-être vous fréquentez, tiers-lieux, vous avez connu des expériences de création artistique pure et vous êtes capable de témoigner de l'impact que ça a pu avoir sur les communautés? Il n'y a jamais? Non. Est-ce que vous avez des questions sur le... Oui, moi je peux vous parler d'un exemple, ce qui ne sera pas de la création artistique peut-être au sens où vous l'entendez, qui a eu lieu dans une médiathèque en Bretagne qui s'appelle Saint-Aubin-du-Pavail, qui est comme un tiers-lieu en fait dans cette bibliothèque. Il y a plus d'inscrits que d'habitants dans le village. Et ils ont fait une énorme opération de land art, donc avec des artistes du territoire, mais aussi avec les habitants, les commerçants, le curé, les écoles, les restaurateurs, qui s'appelait le fil rouge. Et il y a plus de 500 personnes qui ont participé pendant des mois à des ateliers artistiques et collectifs. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant parce que c'est une grande expérience collective, en fait. Alors, c'est pas un geste artistique qui provient que d'une personne, mais c'est plutôt une création artistique collective et puis aussi amateur. Mais c'était très intéressant parce que pour le coup, la cohésion sociale, ça en a généré beaucoup. Alors, ça s'est produit à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs éditions de ce fil rouge. Moi, j'y suis allée il y a 3 ans pour le voir la dernière fois, mais ça a lieu régulièrement. Avec le Covid, là, tout a été stoppé, mais c'est quelque chose qui est récurrent, avec toujours des formes différentes. Mais c'est vraiment un tiers-lieu, parce qu'il y a un bibliothécaire qui travaille là-bas, avec 20 bénévoles, et puis tout un tas de réseaux d'habitants, de collectifs et beaucoup d'artistes, y compris de circassiens. Il y a beaucoup de circassiens sur le territoire, etc. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà une expérience. Je vais passer le micro au-dessus. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, Magali de la métropole européenne de Lille. Moi, ma question, c'est que sur le territoire, on a plusieurs tiers-lieux, établissements culturels. Et comment on arrive à les mettre en réseau pour qu'il y ait un partage d'expériences et qu'ils se nourrissent l'un l'autre? Je pense notamment à la Maison Folie d'Oisem avec le salon, je pense aux Zeppelins, je pense à la Sécu. Comment on peut finalement créer des choses ensemble aussi, ce qui n'est pas nécessairement intuitif aujourd'hui? Alors, il n'y a pas forcément des acteurs qui peuvent répondre. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Moi, je peux me permettre de répondre, parce que c'est dans l'actualité. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre et qu'on discute justement avec la Maison Folie, avec le Zeppelin, et donc à essayer de trouver une solution pour fédérer un petit peu toutes nos spécificités, en fait, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Métallus, c'est un tiers-lieu, on peut y faire ça. La Maison de Folie d'Oisem, on s'est plus adapté pour faire ça. Le Zeppelin, ça serait plus pour ça. Donc, essayer de bien
répertorier un petit peu toutes ces ressources et d'essayer de travailler beaucoup plus en réseau. C'est-à-dire que quand nous, à Métallieu, on reçoit une demande d'un artiste et dans le cadre de son travail, il va devoir faire une résidence de construction, puis une résidence d'installation, puis une résidence de jeu, on peut avoir là un panel de possibilités et donc une réponse à lui donner. Donc ça semble intéressant et il faut le creuser. Après, vous savez, nous, notre tiers-lieu a ouvert en mars 2020. Donc vous n'imaginez pas l'activité de fou qu'on a eue là, depuis mars 2020. Donc les projets sont un peu congelés, sont un peu voilà. Il y a une autre initiative sur FIV qu'on mène avec les Saprofit, le Polder, Tipimi et puis excuse-moi, j'ai oublié le nom de ton lieu, mais il en fait partie. Qui est là beaucoup plus local, c'est sur le territoire d'Helem. Il y a 5 tiers-lieux qui sont recensés et donc essayer de travailler ensemble. Et donc en mars dernier, on avait envisagé de faire un cycle de conférences sur l'open source, qui est un peu notre combat à nous, dans les différents lieux d'Helem. Et donc d'essayer de croiser les publics, essayer de faire un groupe, quoi, de constituer un groupe au sein d'Helem. Voilà, les circonstances sont ce qu'elles sont et je pense qu'on le fera, quoi, que ça finira par arriver. Là, c'est un petit peu ralenti pour l'instant. Jean-Marc, je me permets de te relancer sur la question du lieu, puisqu'on est ici dans le cadre de l'événement en compagnie des tiers-lieux. Est-ce que vous allez, et donc c'est aussi lié à la notion de fabrique de territoire, est-ce que c'est un label auquel vous réfléchissez, sur lequel vous travaillez ? Eh ben, écoute, oui, c'est quelque chose qu'on regarde avec attention, effectivement. Après, justement, on était plutôt dans une politique, dans ce petit groupe là entre le Zeppelin, la Maison Folie d'Oisem et tout ça, de se dire qu'on pouvait peut-être avoir une réponse commune et que ça serait peut-être plus pertinent que de répondre chacun pour soi. Et là, encore une fois, on revient dans le même problème. On n'a pas pu en discuter, on n'a pas pu décider de quoi que ce soit là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien entamer avec ces différentes structures. Alors moi, je voulais vous suggérer une idée, c'est peut-être une analogie un petit peu bancale ou risquée. Dans la dynamique tiers-lieu, il y a la dimension de collectif, œuvre commune. Il y a la création d'un lieu. Quand on parle de tiers-lieu culturel, je voudrais faire le lien avec le côté cultuel, avec un héritage qui est peut-être celui de la construction d'une cathédrale, où il y a un processus en cours avec quelque chose de parfois plus profond, qui est beaucoup moins d'actualité dans notre société actuelle. Est-ce qu'il y aurait des glissements ? C'est la question d'une foi inébranlable dans le tiers-lieu. Moi, je pense pas glisser de la culture au culte, non. Je crois que je suis bien dans mes bottes, je suis bien là où je suis. Je vais détourner votre réponse, mais le drill hall dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un glissement, mais il n'était pas du tout voulu par les artistes, je vais nuancer. Mais quand je disais que le lieu fonctionnait mal parce que les artistes n'avaient pas un vrai statut, donc n'arrivaient pas à trouver des financements, etc., certains d'entre eux, pas avec l'accord de tous, qui a créé des tensions dans le groupe, ont décidé de considérer que le lieu, le drill hall, était une ressource, y compris une réponse immobilière finalement, et que l'espace était ce qui faisait la valeur, et donc ils pouvaient louer ces espaces-là, et notamment le samedi et le dimanche aux églises. Mais là, dans ce cas-là, on a vraiment un remplacement d'activité par une autre, et on a des rapports qui sont financiers entre les deux, et on est finalement dans un remplacement d'une activité par une autre, et pas du tout dans une continuation.
Moi, je voudrais vous interroger aussi sur l'évolution de... Je mets le masque parce que comme j'ai passé le micro à tout le monde, en fait, là, je suis en train de lécher du Covid. Non, comme on a évoqué le fait que... Enfin, on a vu plusieurs projets. Donc, il y en a un quand même, Regard d'artiste sur l'urbanisme. Donc, là, c'est financé notamment par un aménageur. En fait, les sources de financement, là, la Fabrique des territoires, c'est la cohésion des territoires. Il y a beaucoup de projets maintenant qui se montent avec des crédits politiques de la ville. Ce qui fait que le travail artistique, son donneur d'ordre, progressivement, n'est plus la politique culturelle, ou en tout cas n'est plus seulement la politique culturelle. On l'évoquait hier, la condition publique avait reçu aussi des financements du ministère de l'Agriculture sur les enjeux de l'alimentation, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est voulu par les artistes, qui est subi, qui a un impact? Est-ce que ça... De même que parfois certains grands projets artistiques sont en fait guidés par des volontés de marketing territorial ou de développement du tourisme, ça a clairement un impact sur les formes artistiques qu'on peut retrouver par derrière. Est-ce que là, cette question de la source de financement est un enjeu? Totalement. Non, mais là, Jean-Christophe, tu pointes un des problèmes récurrents de la culture en France. C'est-à-dire que entre les années 90 et les années 2000, les financements se sont effondrés, les croisements tutélaires usuels, DRAC, région, département, ville, se sont disjoints. On connaît tous ce qui s'est passé, la manière dont ça a été mené. Après, pourquoi pas, si la culture, ou en tout cas les opérateurs culturels peuvent aller débloquer des fonds dans des ministères a priori pas dédiés au départ, et que plusieurs institutions vont se mettre ensemble pour apporter des aventures artistiques ou culturelles, moi j'y vois pas de problème. Nous, une des stratégies qu'on a menées avec le groupe A, c'est de diversifier au maximum nos apports de financement et d'éviter les grosses enveloppes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille un maximum à l'international avec différentes structures qui nous accompagnent depuis quelques années, qu'on couple ça avec Ville Renouvelée qui apporte quand même un financement pour le coup assez conséquent, qu'on travaille avec l'Imprimerie nationale qui a financé la moitié du projet Per Aspera Destra, enfin, et ainsi de suite. On essaie de rendre connexes des sources de financement qui ne le sont pas au départ a priori, mais surtout et avant tout à destination de l'œuvre qui va être produite. Enfin, moi, je n'opère pas de phénomènes culturels, je n'opère pas de lieux à proprement parler. Tu l'as vu sur RAW, sur Regard d'artiste sur l'urbanisme, on a finalement décidé de mettre en place un équipement modulaire et modulable qui peut occuper n'importe quelle friche industrielle, en fait, pour éviter justement cette problématique du financement du lieu et des activités d'un lieu. En fait, on est toujours dans la même question, en fait, c'est qu'à un moment donné, on est contraint par la destination donnée d'un bâtiment ou d'un tiers-lieu. À un moment donné, ça vient s'enfermer dans un ensemble de pratiques et qui vont, parce qu'elles sont plus fortes les unes que les autres, parce qu'elles sont mises en cohérence plutôt qu'avec d'autres, elles vont venir marquer comme ça un lieu, et donc il y a des financements qui vont venir marquer ce lieu. Voilà les idées qui sont... Et pour répondre à tes questions précédentes, en fait, je trouve que là où l'intervention d'artistes, ou en tout cas de manière plus générale de l'art dans des lieux non spécifiquement dédiés, c'est souvent de bousculer ce type de fonctionnement, d'ailleurs dont on n'est pas toujours responsable. C'est des choses dans lesquelles on vient s'enferrer lentement par des années de pratique, sans faire attention en fait aux choses dans lesquelles là où on met les pieds, pour parler plus simplement. Mais il est vrai que souvent, les formes esthétiques viennent bouleverser ce type de fonctionnement, de la même manière que les formes esthétiques viennent parfois bouleverser la condition publique. Donc voilà. Après, la question du financement, c'est un gouffre, quoi. Il y en a de moins en moins, donc on en change de plus en plus. Et ce qui est
Par contre, là, vraiment un phénomène récurrent sur le territoire national, c'est que les gros financements vont aux grosses institutions et qu'aux dépens des initiatives plus fines, plus maillées sur le territoire, d'ailleurs en général, d'associations ou de petits porteurs. Donc ces petits porteurs, en réaction, démultiplient les financements pour essayer de tenir, de faire front. En tout cas, c'est mon analyse. Et pour répondre pour notre cas, sur tous les projets qu'on a montés, on n'a quasiment pas, voire pas du tout, eu de financement sur des lignes culture à l'intérieur des projets de Yes We Camp. Et c'est des projets qui sont aussi en général plutôt autofinancés, enfin on est en majorité autofinancés, presque 95% pour les grands voisins, 2/3 pour le projet Coco-Velten avec des recettes de loyer, et des recettes de bar, etc. On essaye de diversifier. Et c'est à double tranchant, parce que du coup, il y a moins de sous pour payer des artistes qui sont déjà précaires. Donc c'est quand même assez compliqué au niveau des budgets, mais en retour, il y a moins de demandes de financement à porter, avec plus de liberté d'action, moins d'engagement sur tel nombre d'heures de cours à donner et tel nombre, une résidence qui durera 2 mois. En fait, là, il y a une liberté totale d'écriture avec les artistes et on n'est plus obligé de rentrer dans le carcan qui est demandé de demande de financement, qui du coup influence une manière de créer. L'avantage de ça, qui est malheureusement pas forcément voulu, mais c'est d'avoir une grande liberté de création et d'accompagnement de cette création-là. Ouais, juste, je pense à un truc là, c'est que finalement aussi la diversité opérationnelle des financements publics fait montre aussi d'une mainmise du politique sur la culture, quand même. Je veux dire, enfin, quand le ministère de l'Agriculture fait du pognon sur la bouffe dans un lieu culturel, enfin, à un moment donné, c'est vraiment par tous les endroits où on peut, on vient mettre la main, de manière symbolique, mais on vient mettre la main quand même sur une forme d'expression qui est l'art, à travers n'importe quelle discipline. Et ça, je trouve que c'est quand même assez perturbant à un moment donné. C'est intéressant à un certain endroit, mais c'est extrêmement perturbant à un autre. Pour rebondir là-dessus, c'est ce que j'essayais de dire quand je disais qu'on attribue d'autres fonctions à l'art. C'est qu'en changeant les financements, on demande à l'art et aux artistes de faire autre chose. Autre chose que simplement des œuvres, qu'elles soient processuelles, qu'elles soient in situ, peu importe. On leur demande de, quand c'est de la politique de la ville, de faire quartier, de refaire quartier. Enfin, vous connaissez tous ce vocabulaire. Quand on agit ailleurs, il faut créer du lien avec le centre-ville, que sais-je. Mais c'est aussi ce déplacement de fonction qui est interrogé, parce qu'il se traduit dans les formes et il se traduit aussi dans ce que les artistes peuvent ou pas faire, ce qu'on leur demande de faire. Et après, soit ils répondent à la commande, parfois ils la détournent. Il y a plein de jeux là-dedans, évidemment. Mais ces financements ont un impact sur ce qu'on demande, à mon sens, aux artistes et à l'art de faire. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Non? Bah écoutez, moi j'ai le sentiment, pour ma part, d'avoir fait le tour de la question à ce stade. Et ben, je tiens à remercier les participants à cette table ronde et à vous remercier d'être venus nous participer à cette réflexion. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Et je vous invite à aller découvrir l'exposition Ibant Obscuri qui se trouve donc dans l'autre bâtiment. Et peut-être même que Pascal y sera pour échanger. Et la Caracole, on redémarre à quelle heure la Caracole? À 4 heures? Donc l'œuvre Caracola, dans laquelle normalement on doit s'installer pour écouter la création musicale par Fruit. Évidemment, vous ne pouvez pas vous installer dans l'œuvre en ces temps de pandémie, mais la création musicale par le collectif Fruit qui accompagne cette sculpture sera diffusée en salle, et donc vous pouvez vous installer ici ou déambuler autour de l'œuvre. Ça démarre à 16h. Voilà. Merci.